Le bon roi d'Agobert a mis sa culotte à l'envers. Ok, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as dit, il fallait que je fasse Dagobert. Oui, non, t'as rien compris. Dagobert du Club des 5. Le club des quoi? Le Club des 5. Une équipe de foot? Ok, le mec, il a rien compris. Le Club des 5, la bibliothèque rose, tout ça. Tu connais quand même Carotte, Tot, Chebonne, El Pouillou et Stéphane? Ah, Bah oui, c'est grâce à eux, quoi, tu vois. Ah, ok. Bah oui, c'est nos tipeurs préférés, ceux qui nous donnent des sous, ceux grâce à qui on peut vivre, quoi. Enfin, le Club des 5, quoi. le club des 5, Voilà. d'accord. Bon, n'hésitez pas, si vous voulez devenir le Club des 6, des 7, des 8, des 10, n'hésitez pas, venez vers nous. La Voix des Bulles présente le One Day Club, le podcast BD bimensuel qui a pris l'apéro en terrasse. Les amis, l'heure est grave. Je vais déjà d'abord commencer par un coucou les gens. Alors vous aurez remarqué que j'ai un rhume et que donc je parle un peu bizarre, mais c'est pas grave, car je pense que cette intro, on l'a déjà faite. Je suis pas sûr. Je vous laisse vérifier et je promets à la personne qui trouvera où est-ce qu'on a fait cette intro, si on l'a fait exactement, que je lui enverrai un cadeau. Voilà, moi je suis comme ça. Ah ouais, un bouquin de la bibliothèque rose. On a fait l'intro quoi, Club des 5? Non, sur la terrasse, l'apéro en terrasse et tout. Ah non, mais c'est toi qui as merdé. Ah oui, c'est toi qui as merdé, nous, on totalement. est... Voilà, ok. Non, nous, Donc Dagobert, si on c'est était le bien. cas, je trouverai un truc, une BD, et je vous l'envoie. N'importe quel auditeur, même si vous n'êtes pas tipeur. Mais si vous êtes tipeur, j'enverrai peut-être 2 trucs, parce que je suis... Devenez tipeur. Voilà, tu vois, c'est comme ça. Ouais. Une émission exceptionnelle aujourd'hui, car comme vous l'avez remarqué, nous sommes à l'arrache. On publie des émissions un petit peu moins au niveau du timing. Arrête, la- on n'est pas à l'arrache, on est printanier. La D'accord, vie on de- suit le rythme de la vie. De la sève. La vie nous a rattrapés. Non, mais la sève, ça va. Non. La vie nous a rattrapés. Nous avons pas de genoux. Nous avons Pas de nez, pas de nez. Nous avons une copine. pas de temps. Pas de de slip temps. aussi. Et nous avons des piles de BD qui deviennent de plus en plus grosses. Alors, Et Et un pas déménagement. que les piles voilà. Et un déménagement. Mais ça n'a où, rien du à voir coup- avec la montée de la où, Sève. Du coup, il faut que je jolle les piles de BD. Oui, c'est ça. En fait, Mathieu qui est notre number one, en fait, là, il est en number carton, quoi. On est en train d'arriver à le rattraper en termes de lecture, ce qui est assez miraculeux. Sans Quoi qu'il lire. en soit, comme on peut pas vous promettre qu'il y aura beaucoup d'émissions après les émissions spéciales des Calanques et des Bulles, qui seront sans doute nombreuses, on a essayé de vous faire une grosse émission avec plein La grosse émission. C'est les nuls, c'est nous, la grosse émission. On pourrait avoir le Teddy qui va avec. Ouais. On va commencer par Ces jours qui disparaissent. On enchaînera avec, comme convenu, par le tome 4 de Funérailles, qui commence un nouveau cycle. Les tomes 3 et 4 de Undertaker, qui forment une histoire complète. Et ensuite, on fera une spéciale des Calanques et des Bulles, avec plein de BD d'auteurs qui seront présents à des Calanques et des Bulles, dont 90 minutes, Flic et Fun, Zizi Chauve-souris, La Fille des Cendres et Les Saints. On finit en beauté quand même. Hein. Mais avant tout ça, on va faire du online et du crowdfunding. Ouais, mais Parce alors que tu n'as vraiment, même pas dit. mais vraiment, du online crowdfunding à l'arrache. Non. Online. À l'arrache. Du online et du crowdfunding de qualité. On a appris que la crème de la crème de la crème. Je t'en prie. Ça s'appelle un extrait. L'essence même de la Ouais, chose. c'est ça. c'est l'extrait. Je crois que c'est de l'homéopathie, en fait. C'est l'homéopathie. De l'homéopathie online. Donc, en fait, on fait de l'homéopathie crowdfunding. De l'homopathie. D'homopathie crowdfundesk. Alors, je vais juste vous parler, en fait, de quelque chose qui va arriver. On a reçu, donc, l'information Mais par... en même temps, excuse-moi, je te coupe, mais si tu parlais de quelque chose qui était déjà passé et que du coup on ne pouvait plus crowdfunder, ça servait à rien. Là, pour le coup, c'est bien, tu en avances. Oui, c'est vrai. Pour le coup, Tu ouais. vois, franchement, c'est cool. Ok. On progresse. Ah ouais, on Ok. est bon. Bon, donc, C'est de la qualité, on a dit. C'est la crème, c'est l'extrait. nous avons reçu un message de quel éditeur? Bah caca. Bah, Là, caca. t'es en train de jouer. Georges, j'ai oublié le nom des gens et je me tourne vers Pierrick pour les donner. Mais alors, ce qui est bien, c'est que Pierrick, avec son rhume, là, ça fait bakaka. Oui, c'est vrai. Bon, on donne de l'info ou pas, là? Parce que là, on traîne, voilà. Vas-y, on voit de l'info. Donc, le hold-up, on avait déjà chroniqué le tome 1 et le tome 2 dans cette émission. Absolument. Et le tome 3, en fait, va paraître, mais va être fait en crowdfunding. Donc, le crowdfunding va bientôt arriver sur Ulule, donc via Macaca. Voilà, c'est juste pour vous dire que, franchement, ne le ratez pas. Les 2 histoires étaient vraiment très, 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 très top. Je m'étais régalé et j'attendais avec impatience le tome 3. Oui. Bon, bah, il faudra le crowdfunder, mais c'est pas grave. Non, c'est l'effet macaca, ça. Ouais, c'est ça. Il fait caca.
Ouais, je vais vous parler de Californie qui parle aussi pas mal de poussée vu que ça parle de naissance. Laurel, dont on parlera tout à l'heure avec comme contenu, décide de poursuivre ses mésaventures en ligne en publiant l'histoire de la conception de son dernier enfant qu'elle a conçu à moitié en Californie et en France, et elle nous explique comment ça s'est Putain, elle a dû passé. pousser fort quand même. Ouais. Il y a eu des ricochets. Ça a traversé tout un océan, c'est énorme. Il s'appelle Titanic. La moitié du monde. Donc, quand même. on retrouve le format et le trait qu'on apprécie fortement. Il y aura sans doute un crowdfunding qui sortira plus tard pour pouvoir acheter un album. Mais en attendant, elle a sorti un Tipeee. Je pense que grâce à ça, elle a réussi à faire qu'il y ait des nouvelles options sur Tipeee, genre ne pas dire combien on gagne. Mais je serais un peu médisant en disant ce genre de choses et je vire même presque complotiste. Il y a eu, parmi les gens que je suis sur Twitter, quelques reproches à cette bande dessinée que j'ai trouvé un petit peu exagéré. Disons que le seul reproche que je pourrais faire à Laurel, c'est son manque de transparence vis-à-vis de son modèle économique, ce qui est très très dommage quand on va chercher les sous directement de ses lecteurs. Auprès de ses lecteurs, bien sûr. Voilà. Bon, après, ça reste une BD très sympathique, j'ai bien aimé, moi j'aime beaucoup son trait, j'aime beaucoup la façon qu'elle a de raconter, mais on y reviendra tout à l'heure en parlant de comme convenu. Mais c'est pas de ça qu'on va parler maintenant. Non, on ne parle pas de ça tout de suite. Non, puisque tout de suite, nous parlons de Ces jours qui disparaissent. De Timothée Le Boucher. Au scénario, au dessin et à la couleur. Alors, couleur, hop, sur la couve, hop, tout de suite. Oui, on est sur un ton un peu dans les sépia orangés. Ouais, il y a la couleur est pas tout à fait nette, tranchée. On reste quand même dans des choses assez pastel. Alors, revenons donc sur un petit pitch rapide. Nous allons suivre les aventures d'un petit lubin, d'un grand lubin d'ailleurs, qui s'aperçoit petit à petit qu'il a des pertes de mémoire et qu'il vit au départ un jour sur deux. Et puis après, ça sera moins qu'un jour sur deux, et puis encore un petit peu moins, etc. Mais là, tu vas peut-être trop loin. Mais non, mais ça vient très vite. Donc il a un peu des doutes sur sa façon de fonctionner. Il ne sait plus très bien où il est. Est-ce que c'est lui qui a des pertes de mémoire? Est-ce que vraiment il devient schizo et ils vivent à deux dans le même corps? Est-ce qu'ils vivent à trois d'ailleurs? C'est un petit peu compliqué. Parfois il se réveille à côté de personnes, mais il ne se rappelle pas les avoir dragués, abordés ou rencontrés, ni même couché avec. Donc tout ça crée des situations un peu particulières, mais assez rapidement, il va trouver un équilibre, une petite raison. Il va essayer de trouver un compromis avec cette espèce de double vie, de double lui. Et les choses vont pas être si simples que ça finalement. Et vont même dégénérer petit à petit, au point de le rendre de moins en moins présent, de moins en moins lui-même, et ça va être très très perd un peu le compliqué contrôle, à vivre, et il perd le contrôle de la situation. Donc on est dans une espèce de thriller, d'introspection psychologique, mais assez noire et sur laquelle on n'a pas forcément la main. C'est très fort, c'est très riche, c'est assez palpitant, c'est bien mené, le rythme est très bon. Donc voilà, comme vous l'aurez compris, moi j'ai vraiment bien accroché à ce bouquin. Moi, j'ai trouvé que graphiquement, il y avait un côté très 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 net, très clair, un peu lisse, qui va très bien sur le récit. Des visages qui sont très expressifs, des personnages qui sont bien différenciés. Lubin est acrobate et donc on commence par une superbe scène de spectacle qui donnerait envie de la voir en mouvement, même si on arrive à très bien l'imaginer parce qu'elle est très réussie. Il y en a quelques autres derrière. Et on voit aussi les problèmes qu'il peut avoir parce que la personne qui prend le contrôle les jours où il n'est pas là va pas forcément faire ses entraînements. C'est ça. Moi, c'est cette compliqué. partie-là que j'ai trouvé très drôle parce que du coup, c'était très réaliste. Voilà. Mais d'un autre côté, la personne en question, elle arrive à ramener de l'argent parce qu'artiste, on ramène pas forcément de l'argent. Donc il y a une sorte de voilà. Et vraiment, on a un bouquin qui est très clairement en deux parties. Parce que tu disais que ça dégénère très vite. Non, ça dégénère à la moitié de l'album. Non, parce qu'il perd le contrôle de la situation. En tout cas, il y a des inconvénients très marquants assez rapidement. Assez rapidement. Mais c'est à la moitié de l'album que on voit que le rythme qui était un jour lui, un jour moi, évolue au désavantage de Lubin. De Lubin numéro 1. Voilà. Et on voit un petit peu cette autre personnalité qui n'est pas du tout la même, qui n'a aucun souvenir du passé aussi, qui elle aussi se pose ces questions, et qui finit, pour des raisons qui sont expliquées à la fin, à se sentir plus légitime que Lubin lui-même.
Oui, parce que du coup, c'est compliqué quand même de pas tout dévoiler parce que les choses sont très intéressantes, je trouve, dans ce bouquin et très bien menées. Il y a une thérapie qui est mise en place. La À vraie la question. demande notamment de la copine de l'humain, Oui. qui du coup va avoir du mal à se positionner. Vous vous doutez bien que vous êtes en couple avec quelqu'un et puis ce quelqu'un, un jour sur deux, c'est plus le même. Il a du mal à vous reconnaître, mais au-delà de ça, ce n'est plus la même personne. Il n'a pas la même mentalité, il n'a pas le même état d'esprit, il n'a pas du tout les mêmes envies, les mêmes aspirations. Ça devient vraiment très compliqué à vivre. Et puis c'est vraiment une autre personne. Alors certes, c'est le même corps, mais d'une certaine façon, vous vous posez la question de est-ce que je ne suis pas en train de le tromper? Est-ce que j'ai envie de rester avec cette personne-là? Et puis, est-ce que je suis en couple un jour sur deux? C'est un peu pas terrible, quoi. Donc c'est vraiment très compliqué à gérer. Je suis en couple à mi-temps. Oui, non, Couple c'est à ça. mi-temps, tu vois, quand tu es intermittent du spectacle, mais tu es aussi intermittent dans ta vie de couple, ça devient un peu compliqué, Et quoi. puis on comprend très vite que c'est un peu deux parties d'une même personnalité et qu'à un moment donné, il y en a une qui va devoir s'effacer par rapport à l'autre. C'est ça. Euh, C'est tellement antithétique. Et c'est-à-dire que donc, pour vivre, il faut tuer quelqu'un, en fait. Ouais, c'est un peu l'idée. Ces deux personnages, enfin, en fait, c'est la même personne. On pourrait dire, c'est si à un moment donné j'avais fait le choix de, j'aurais pu devenir ci ou j'aurais pu devenir là. D'un côté, on a le côté artiste, le côté physique. On a Lubin qui est donc, comme disait Pierrick, un gymnaste, mais plutôt émérite. Il a de vraies qualités physiques, de vraies qualités artistiques, mais de notre côté, il est absolument incapable de prendre sa vie en main, de se gérer au quotidien, de faire le ménage, de s'acheter à bouffer correctement, même s'il fait attention à sa ligne, on va dire. Bah, c'est plutôt parce qu'il fait beaucoup de sport que parce qu'il se fait à manger des bons petits plats sympathiques. Et de l'autre, on a à l'inverse le pragmatique, on pourrait même dire le requin, qui lui est très ancré dans la société moderne, qui a envie de gagner de l'argent, qui a envie de trouver sa place au soleil et qui est, on va pas dire prêt à tout pour ça, mais pas loin. C'est vraiment, il a des dents longues, il a des aspirations sociales importantes, contrairement à l'humain qui a plutôt des aspirations artistiques. Notons quand même qu'on est toujours du point de vue de l'humain, car on ne voit jamais ce qui se passe du point de vue de son autre lui, et que donc Très forcément, c'est plus à lui qu'on s'attache. Je trouve que ce serait un exercice magnifique que de faire une BD qui raconte l'autre point de vue. C'est ça. Je suis bien d'accord parce qu'en plus ça serait très très fort en termes de storyboard à calquer. On avait vu, c'était quoi ce bouquin sur un diptyque sur la reine. Oui, c'était La Vierge et la Putain. C'est ça, La Vierge et la Putain. Où effectivement il y avait un gros travail de planche, de storyboard là-dessus. Et je pense qu'effectivement, je suis bien d'accord avec toi, ça serait très intéressant de voir l'autre côté. De temps en temps, on a l'autre côté, notamment au début parce qu'il communique par l'intermédiaire de vidéos qu'il se laisse sur l'ordinateur. Mais on est toujours du point de vue de mais on reste quand premier. même toujours du côté de Lubin de manière générale. Il y a quelques planches vers la fin où on a d'autres éléments, mais globalement c'est quand même plutôt le point de vue de En Lubin. tout cas, c'est un très très bon bouquin. Moi, j'avais déjà lu du Timothée le boucher, le débouché sur plein de trucs. Il raconte très très bien aussi la jeunesse, son époque. Je trouve que voilà, ça marche très bien. Collection millefeuille chez Glénat. Ces jours qui disparaissent et c'est Avec le soutien du CNL. ah merde, là on est deux à l'avoir lu et en gros on est en train de dire que c'était très bien. Et que c'était tip top. Et Et là normalement il se passe quoi là? ah ben moi je Cœur avec les doigts. Moi, je le mets. Cœur avec les doigts. Voilà. Et c'est à ce moment-là que je fais mon dictateur. Je te dis, tu te rappelles qu'on est sur un podcast audio et qu'en fait on n'a rien à foutre. Je fais avec tes mains. Oui, c'est pour ça que je le dis. En fait, j'aurais pu dire cœur avec les doigts sans le faire, t'as vu? Je suis vraiment un connard. Bon, moi je tiens quand même. Pardon. Oh la vache. Oh, se faire couper au jingle, c'est énorme. Ouais, Quoi. tu voulais dire un truc, vas-y. Oui, je voulais dire quand même qu'il y avait sur le dessin, le trait était très fin et collait très bien au propos, mais au niveau du scénario, au niveau du storyboard, c'était un vrai boulot. C'était très très bien foutu, c'était bien rendu, et franchement, ça aurait pu être un sujet assez casse-gueule parce que un peu longué, un peu machin. On retrace toute la vie du personnage sur un tome, sur un one shot. Voilà, il n'y a pas besoin d'en faire 53 tomes ou d'en faire un pavé de 1000 pages. C'est extrêmement bien foutu, le storyboard est bien ficelé. On n'a pas la sensation qu'il manque une seule demi-page. C'est vraiment très très bien foutu, voilà. Excellent travail de la part de Timothée Boucher. Bon, pour le coup, je rajoute un jingle, voilà. Et j'aurais voulu rajouter... Non, pardon. Comme convenu de Laurel, Laurel avait commencé à raconter en ligne ses mésaventures lorsqu'elle est partie avec son compagnon s'installer en Californie pour Oh non, c'est trop dur. pour monter, pour travailler dans une boîte de jeux vidéo qui faisait Oh du non, jeu, putain, c'est trop dur. qui faisait du jeu vidéo pour mobile.
Là, c'est plus crédible, le nom, c'est trop dur. Ça dépend si tu bosses pour Nokia, oui. C'était pas le cas. Nokia. Ah oui, faire des jeux monochrome en 2D, c'est chaud, quoi. Bref, Le Snake a été un très bon jeu, mais Oui, enfin... bien sûr. elle raconte ses mésaventures et surtout, elle qui part avec sa fille, les difficultés qu'elle a avec toutes les promesses que lui font les cofondateurs, sachant que son compagnon en est en théorie, mais ne s'intéresse quasiment qu'au code et est mis à l'écart, on va dire, assez rapidement de tout ce qui va être gestion derrière. Et on voit un peu toutes les méthodes un peu frauduleuses que peuvent utiliser certains développeurs pour se faire connaître, essayer de se faire mettre en avant, et surtout visiter leurs collaborateurs, comment est-ce qu'ils vont en Essayer de abuser. se faire mettre en avant. Oui. Ah ouais, quand même. Et on est comme ça. On fera un spécial cul. Faudra qu'on refasse. Ce serait bien. Et bref, voilà. On suit un peu toutes ces mésaventures dans ces 2 tomes. On est sur un premier tome où on a un peu une descente aux enfers de Laurel et de son compagnon. Mais heureusement, le crowdfunding est là. Ah pardon, fallait pas que je le dise comme ça. Ça arrive après, ça. Ça arrive après l'histoire, quand même. Pardon, excusez-moi. Et Et un la deuxième lu- et la tome lumière est où venue. on voit qu'en fait, ils essayent de se libérer de ça parce qu'ils se retrouvent très embêtés car financièrement, ils sont un peu limite et surtout, on leur a promis qu'ils pourraient avoir une carte verte pour rester, etc. et avoir un autre boulot ailleurs et ils essayent de la choper et enfin, ils essayent un peu de sortir de ce cycle infernal. Moi, c'est une bande dessinée que j'ai trouvée très intéressante pour raconter cette expérience que je trouve assez classique en fait. Maintenant, on a de plus en plus d'expériences de ce type de gens qui vont s'exiler aux États-Unis. Et on a aussi beaucoup d'histoires de sociétés, de start-up qui essayent d'abuser, qui font les choses un peu n'importe comment dans des domaines qui sont très très en croissance. Et à l'époque où se passe cette histoire, c'était le cas. On est sur quelque chose de plus stable maintenant, je pense, au niveau du jeu. Je suis pas sûr, je pense qu'il y a toujours autant de stagiaires, quand même. Oui, beaucoup de stagiaires encore. La Maison Blanche aussi, d'ailleurs. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était vraiment une BD qui sur son sujet était intéressante, avec un style très grodé, très très européen, qui tranche un peu avec cette thématique très américaine de recherche d'une stabilité financière et sociale. Voilà. À noter qu'à la base, les premières planches de Comme convenu, à l'époque où la BD s'appelait autrement, je sais plus comment elle s'appelait, les noms des personnes étaient cités. Et elle a, parce qu'elle a dû recevoir des plaintes et qu'elle a commencé à dessiner cette BD en même temps que, alors qu'elle travaillait encore dans la boîte et que tout n'était pas réglé, elle a dû changer le nom des personnages, réadapter un petit peu parce que c'était un petit peu trop vrai. Même si vous avez suivi les premières versions qui étaient visibles sur Internet, vous pouvez retrouver les noms des gens et dire « Oh, quel connard !» Voilà. Ton avis? On va peut-être pas se mouiller, quel connard, on sait pas, il y a qu'une version de l'histoire, on n'a pas l'autre version, on peut pas dire. On ne peut pas juger. Bien que la malhonnêteté, quand même, était peut-être bien à côté, quand même. Tel que c'est décrit, je vois pas comment est-ce que ça aurait pu être autrement. Après, oui, on n'a pas toutes les infos. Je pense que t'as parfaitement résumé le truc. Moi, ce qui m'a plu dans cette suite d'histoire, c'est surtout moi je trouve le vécu de ces petites startups qui se montent, qui sortent un jeu, ça réussit, du coup, tu changes complètement de vie, tu pars aux États-Unis, ils ont tout lâché, entre guillemets, pour aller vivre le rêve américain. Et c'est le côté rêve américain qui réussit et en même temps où tout peut se casser la gueule en quelques minutes, quoi. À cause d'un papier qui n'a pas été fait, à cause d'un contrat qui n'est pas bien signé, de choses qui sont pas claires. Enfin, Du gars qui dit qu'il va te payer tel truc, mais qu'au final tu dis ah oui, mais là tout de suite on peut pas, donc plus tard peut-être. voilà. Hein. Oui, après du coup, qui s'est quand même fait payer les notes de frais pour faire les 2 allers-retours France-Californie. Mais enfin bon, voilà. Des gars qui reçoivent des smartphones et qui les gardent pour les revendre. Non, ça c'est autre chose. Mais oui. Moi, ce qui m'a intéressé, alors c'est pas tant le côté graphique, mais c'était le côté un petit peu, histoire vraie, vécue de cette histoire. Et le tome 2, clairement, est allé dans la continuité du tome 1, c'est toujours aussi intéressant, même si des fois tu es un peu en train de t'énerver contre la vie elle-même, quoi. Putain, pourquoi ? Mais c'était bien. J'ai passé un beau moment. Maintenant, après, je n'ai pas encore commencé à lire, comme tu me disais tout à l'heure, le Californie, donc à voir.
Qui raconte un peu la suite. Hein. Attention, le dire, Tizak, oui. elle se tient la tête à 2 mains. Je vous assure que c'est déjà pas bon signe. Non, c'est pas beau à voir surtout. Alors, pour être tout à fait honnête, moi je me suis franchement fait un peu yesh quoi. Oui, d'accord, c'est une tranche de vie. Maintenant, ça m'a pas du tout passionné. Alors, est-ce que pourtant le sujet en lui-même, je suis pas du tout hermétique à ça. Mais je sais pas. Est-ce que c'est dans la façon de raconter? Est-ce que c'est le dessin un peu trop simpliste ou qui m'a pas plu, sur lequel j'ai pas accroché? J'en sais rien. Toujours est-il que, ou c'était peut-être pas le bon moment. J'en sais rien. Maintenant, moi, je me suis vraiment fait suer à lire ça. Alors, le premier tome, je l'ai lu quasiment en entier. Bon, il y a un petit moment maintenant quand même, hein, puisque c'était presque l'été dernier, je crois. Le deuxième tome, je l'ai attaqué, et comme c'était dans la même veine, dans la même suite, hop, j'ai arrêté en cours de route, j'ai pas réussi à le terminer. Voilà, moi, j'ai pas accroché. Donc après, c'est au goût de chacun. Voilà, c'est les petites histoires. Après, c'est peut-être le côté un peu fatigant aussi de voir toujours, c'est les méchants de start-up et c'est les méchants trous du cul qui te mettent des bâtons dans les roues, machin. Et parfois, je sais pas, est-ce que je m'attendais à autre chose? Est-ce que j'avais envie de plus de fraîcheur à ce moment-là, plus de positive attitude? J'en sais rien. Pourtant, je suis le premier à l'heure du monde, mais là, voilà, ça m'a pas. Alors c'est rigolo ce que tu dis, parce que dans le tome 2, il présente quand même d'autres startups avec lesquelles il commence à avoir des contacts pour essayer d'aller dedans, ou tu vois que ce sont des gens, ou même eux sont surpris de voir que, ah merde, on peut faire ça. Mais je crois que je me suis pas attaché à la vie des personnages, et du coup t'as pas envie de suivre la vie des gens qui t'intéressent pas, quoi. Tu vois, c'est ça. Donc comme dans le premier, ça m'a pas, voilà, j'ai pas accroché, et puis bon, l'air de rien, il y a pas 25 pages à lire, quoi. C'est sûr. Hein, voilà. Si vous avez besoin de caler une armoire, vous prenez le tome 1. Si vous avez besoin de caler une grosse armoire, vous prenez le tome 2 avec. C'est quand même des bons pavés, quoi. Hein. Il y a des demi-annuaires. Hein. Ok, on terminera sur le demi-annuaire. Comme convenu, tome 1 et 2 par Laurel. C'est auto-édité, c'est pas forcément facile à trouver. Il va falloir aller fouiller sur internet. Je sais pas si elle en vend encore à côté. Allez y jeter un œil. De toute façon, toute la BD est disponible gratuitement en ligne. je suis à toi dans 2 secondes parce que je note en même temps des petits mots comme ça Qui pourrait servir de titre, genre. C'est ça, tu vois, je sais te faciliter ton travail. Merci, c'est sympa. On va parler donc de Funérailles, le tome 4, donc toujours donc de Florent Maudou, dans la série donc Freak Squill. Donc là, on est sur la série qui est à part, qui traite de funérailles et qui ne traite pas de funérailles. Voilà, donc voilà. On va être sur une histoire qui est une sorte de flashback qui va traiter d'un personnage secondaire qui est Eve et qui va donc raconter toute sa jeunesse. Alors voilà, un flashback sur un personnage féminin. On a donc un tome entier qui est en dehors de l'histoire principale, en dehors de toutes les intrigues, et qui nous donne des informations sur les personnages secondaires. Un certain Froideval avait essayé avec les Arcanes de la Lune Noire à une époque de faire ça. Heureusement, Florent Maudou l'a fait avec beaucoup plus de talent. C'est vachement plus intéressant. Et là, oui, désolé, je le dis. C'est vraiment, je me suis bien régalé. Par contre, c'est vrai que quelque part, les premiers funérailles, c'est un peu les Chroniques de la Lune Noire en réussi. Deuxième tacle. Donc, en fait, moi j'ai fait la première jambe, t'as fait la deuxième. Okay. On sort le joueur sur civière. C'est en soutien avec ton médisque. Donc là, voilà, on est donc sur une histoire d'un personnage secondaire. C'est ingénieux quand même. Mais clairement, je me suis régalé. Graphiquement, ça envoie toujours du lourd, c'est toujours au taquet. Ça, je peux rien dire. Et scénaristiquement, même si ça m'a quand même demandé une petite gymnastique mentale pour revenir sur les tomes précédents, parce que je me rappelais pas de tout et de qui étaient exactement les. Oui, on voit ce qui se passe en marge de première histoire. C'est-à-dire qu'en gros, je pense que ça va rejoindre le scénario principal petit à petit, parce que c'est l'idée. Mais on va suivre ce personnage féminin et son évolution, et c'est super intéressant à ce niveau-là. C'est clair. Non, voilà, et je me suis vraiment bien régalé. Même si voilà, j'étais un peu déçu parce que je voulais avancer dans l'histoire principale et on m'a proposé une histoire secondaire, mais j'ai passé un très bon moment aussi. Votre avis à vous? Alors moi je l'ai à peine commencé en fait, et donc je vais être mal placé pour en parler. Par contre, bon, le dessin c'est toujours très bon. La qualité de l'édition, le papier, etc. me plaisent toujours autant. Moi, le seul truc qui me dérange avec Freak Squill et Funérailles, c'est qu'à chaque fois, il faut se replonger dans l'intrigue, la quantité de personnages, d'imbroglio, de machins et de bidules. Et le temps de pause entre chaque tome, du coup,
putain, on en était où déjà? Et ça, pour moi, c'est ce aussi pourquoi je me suis pas plongé dedans, alors que je me régale en le lisant. C'est ce pourquoi je me suis pas plongé dedans. C'est que je sais que j'ai besoin de prendre un temps pour me repositionner par rapport aux autres bouquins pour vraiment profiter du tome, quoi. Et voilà, c'est ça qui me chagrinouille un petit peu. Mais bon, après, j'y peux rien, hein, c'est comme ça. C'est juste que c'est un univers qui est ultra riche, avec 5 milliards de personnages. C'est comme ça. Il gagnerait peut-être à faire... Enfin, on en a déjà parlé beaucoup de fois, mais... Dans l'épisode précédent. Le petit résumé. Ouais, pour replacer très vite, quoi. Alors c'est marrant, j'ai pas eu ce problème-là sur ce tome-là de Funérailles, justement, alors que sur les précédents, oui, j'avais galéré. Pourquoi ? Parce qu'on repart un peu du départ, et ça nous... au contraire, ça m'a permis de mieux comprendre des événements du tome précédent de Funérailles, parce qu'on a un résumé de ce qui se passe en arrière-plan, en fait, où j'étais un peu largué. Et non, j'ai trouvé moi que ça marchait pas mal, et je me suis pas du tout perdu dans l'histoire, parce que oui, pour le coup, on a un background qui est très riche, mais on ne s'intéresse qu'à une facette de ce background, et on part du départ. Du début. Ce qui fait que pour moi, ça a été un peu... Enfin, je l'ai trouvé plus facile à lire que le Funérailles tome 3. Ouais, enfin, moi, je t'avoue que j'ai eu du mal à resituer les armées de Rem, en fait, de savoir de quel côté elles étaient par rapport à la 13e Légion de Funérailles. Oui. Voilà. Après, bon, tu gères entre guillemets les Cyclopes et la famille du Scorpion. Ouais. Du Scorpion. Enfin voilà, donc toutes les familles et tout, celle de l'araignée, du Scorpion qui essayent de se tirer la bourre. Mais voilà, t'as tout ça qui est resté en background et qui m'ont demandé un petit peu de petites références. Mais après, je suis d'accord avec toi, ça se lit quand même très facilement. T'es pas obligé d'avoir tout le truc. Mais moi, j'y suis retourné. En fait, je dirais qu'il y a un peu le défaut dans Funérailles qu'une partie de Vampire la Mascarade. C'est-à-dire que tu vas avoir lu le livre de base de 240 pages pour pouvoir comprendre ce qui va se passer dans ton scénar. C'est un peu le problème. C'est ça, j'ai bien résumé. On est en train de faire un podcast BD où on entend rouler les dés ou Ouais, c'est ça. Je prends combien de dés? MJ, je prends combien de dés? Mais voilà, non, mais j'ai trouvé vraiment ça très sympa, bien mené, intéressant, avec des personnages intéressants, charismatiques, bien fun. J'ai toujours quand même, je trouve le choix de couleur de Florent Baudou très monochrome. En fait, il va plus coller une ambiance en vrac sur sa planche que vraiment coloriser. Ça marche bien sur certaines planches, sur d'autres, on sent que c'est la technique rapide de colorisation, quoi. Enfin, c'est l'impression que ça donne. Alors qu'en plus, il a un dessin qui se prête tellement bien au noir et blanc. Voilà. Oui, mais après, il faut dire aussi qu'il est tout seul à le faire. Oui. Scénario, SDC, ouais. dessin, couleur, voilà. Il imprime à la main et il le livre tous les samedis matins. Voilà, mais peut-être que ça vaudrait le coup, pour le coup, qu'il fasse faire les couleurs par quelqu'un d'autre, ou que... Enfin, après, c'est... Mais non, moi, j'aime Après, bien. il y a un choix esthétique, Moi, j'aime bien. il y a un choix Je trouve que esthétique c'est qui, je un pense, est parti peut-être pris qui voilà. Mais je pense que c'est plus un parti pris économique que qualitatif. C'est l'impression que ça me donne, en tout cas. Pas moi. Et puis moi, j'aime bien ces espèces de dégradés, là, comme ça, qui mettent bien dans l'ambiance. Qui fonctionne assez bien. On en parlera quand on parlera d'Adrasté, mais il y a des planches qui sont un peu, je trouve, dans cette idée-là, chez Bablé aussi. Bien, on passe à la suite. On parlait donc de Funérailles, le tome 4 par Florent Baudou chez Ankama, label 619. Dans les épisodes précédents de Undertaker. En fait, j'en sais rien, je les ai pas lus. Donc, je n'en ai aucune idée. Mais nous allons parler du tome 3 et du tome 4. Tu veux que je te resitue juste Undertaker Undertaker, en fait, c'est un croque-mort. Et dans les tomes précédents, on lui a donné une mission de croque-mort pour livrer un cadavre ou je sais pas quoi. Non, et il a rencontré plein de gens qui sont devenus ses amis et qui l'accompagnent maintenant sur la route. Excusez-nous, on laisse le podcast tout seul à Pierrick, on y va. On va faire un panaché. C'était pour dire ce que j'ai compris. Ah ok, non mais ça va, je veux dire... Tu peux aller plus loin, je pense. Va plus profond dans la tombe. Non mais t'as tâché le pitch, Vas-y, creuse. Non, oui, c'est juste que les personnages précédents sont rencontrés dans le tome 1 et dans le tome 2. Et que désormais, on va dire, c'est l'équipe qui suit l'Undertaker. On a appris déjà que l'Undertaker, en fait, avant d'être Rockmore, il était, pendant la guerre de sécession, un sudiste et qu'il a pas les mains toutes blanches, quoi, visiblement. Et il a été reconnu dans une ville, justement, en tant que, je me rappelle plus le nom qu'il a, en fait, de sudiste. Mais, et du coup, il est recherché pour crime. Et donc, en même temps, lui, il recherche quelqu'un. Et donc, il est accompagné de Lynn, une émigrée chinoise, et de Rose Prairie, une ancienne gouvernante anglaise, qui l'accompagne au début de ce tome pour essayer de trouver du taf, tout simplement. Sauf que, sur la route, l'Undertaker va recroiser les traces d'une personne qu'il croyait morte, l'ogre de Suttercamp, un tueur en série, médecin,
qui en gros fait des expériences sur ces malades pour faire avancer la science à un prix énorme. Le problème, c'est que l'Undertaker se sent un peu coupable car il l'a déjà laissé partir. Il a déjà laissé partir. Oh là là, c'est Parasite qu'il y a sur les micros, c'est fou. Il a déjà laissé partir une première fois parce que il l'a sauvé d'une grave blessure. Sauf que beaucoup de personnes sont mortes à cause de cet homme. Et donc, au fur et à mesure de ces deux tomes, on va voir cette confrontation entre un grand méchant et un héros avec ses défauts. Et ses compagnons qui sont un petit peu innocents, j'ai envie de dire, la plupart à côté de lui. Et voilà. Déjà, sachez que ces tomes 3 et 4 se lisent assez facilement sans avoir lu les tomes précédents. Ça passe vraiment comme crème, c'est très très sympa. Le dessin de Ralph Meyer. Ça passe crème, t'as vu tranquille. Frère. T'as vu frère. J'attendais ça passe crème. Les dessins de Ralph Meyer sont vraiment superbes. On est dans du western moderne, un petit côté, mais c'est facile à dire, Giro avec du Blueberry, mais avec un dynamisme beaucoup plus contemporain. Voilà, j'aime beaucoup son style. Et surtout une histoire qui va nous mettre un méchant hyper charismatique qui fait presque en fait les héros sont presque faiblards d'un point de vue du waouh, de la classe par rapport à ce méchant qu'il a créé, que j'ai trouvé, c'est Xavier d'Horizon donc au scénario, que j'ai trouvé magistral et qui te donne envie. C'est Hannibal Lecter au Far West, quoi. Voilà. Il est au top du cynisme et du machiavélisme, quoi. J'ai adoré. Malsain à souhait, exceptionnel. Voilà, j'ai trouvé cette BD géniale. À toi, Thio. Bah écoute, voilà, je te rejoins encore une fois, copain. Ouais, tu peux prendre. Ouais, non, je les embarque très discrètement. Je les ai pas lus, je les embarque. Ouais, donc clairement, comme tu dis, le méchant est vraiment méchant. Il est malsain. Alors, il a son bon côté parce que il soigne des gens. Mais pour en faire quoi ? Le problème, c'est que les marchés qu'il propose, entre guillemets, tu fais un marché avec le diable, quoi. Oui, tu vas gagner beaucoup d'argent pendant 10 ans, mais ensuite, toute ta famille sera sujette à une malédiction pour les 8 générations qui vont suivre. Voilà. C'est le pragmatisme à l'extrême, ce méchant, en fait. Je veux, grâce à ce que je fais, je vais pouvoir faire avancer la science, mais je m'en fous de l'humain, car tuer 50 personnes me permettra peut-être d'en sauver 1000 plus tard. C'est un peu son propos. C'est un peu son propos, exactement. Graphiquement, le dessin, oui, qui fait penser à du Blueberry, mais beaucoup plus dynamique. Beaucoup plus dynamique. La scène de poursuite où justement on va un petit peu traverser une petite partie des États-Unis en forêt, je l'ai trouvé mais magistral, quoi. Je me suis revu en train de regarder des bons vieux westerns la dernière séance, quoi. Tu étais dedans. Je veux dire, tu étais vraiment dans le côté haletant de la poursuite, les moments de calme. Tu te dis mais putain, bougez-vous, quoi. Faut aller plus vite, faut le rattraper. Et je me suis vraiment prêté au jeu, surtout en plus que j'ai lu les 2 tomes vraiment à la suite l'un de l'autre. Pareil. Et voilà, vraiment une histoire trépidante, super dynamique, avec des personnages qui sont quand même hauts en couleur et qui ont chacun leurs idées et les raisons pour lesquelles ils font les choses. Et même les personnages secondaires ont vraiment un rôle qui est très important dans l'histoire. Qui sont très archétypaux sur le départ, mais qui ont plus de profondeur quand on creuse un petit peu. Je parle de Lynn, par exemple, ouais, qui est vraiment le personnage cliché au possible d'émigrés asiatiques de western. Mais qui finalement a quand même beaucoup plus de choses à apporter à l'histoire. Vraiment, c'est excellent, Undertaker, je vous le conseille, sachant que là on va avoir aussi un tome 5 qui va sortir qui s'appellera l'Indien Blanc. Petite question, est-ce que justement les choses ne sont pas trop archétypales et du coup est-ce que vous avez quand même réussi à garder de la surprise par rapport au scénario, par rapport aux personnages ? Oui, parce que il joue de ces archétypes, c'est toujours ce que tu trouves dans une bonne série policière, une bonne série télé. Une bonne série télé, souvent sur le pilote, t'as des clichés qui s'enchaînent pour vite mettre en place, et que tu saches qui sont les personnages, et après ils vont aller peut-être qu'on n'a pas lu le tome 1 et 2, enfin toi tu les as lus, je crois, voilà. Peut-être que dans le tome 1 et 2 on a un peu plus cliché, j'en sais rien, mais là je trouve qu'ils vont au-delà de ça, et ils arrivent justement ce personnage de l'ancienne gouvernante qui a
n'est pas que la captive, hein, l'archétype de la captive, qui va un peu plus loin que ça, un côté psychologique en fait surtout, qui est très très fort, alors qu'on est dans du western, mais on est plus dans du thriller psychologique au niveau de l'écriture. Il y a de la poursuite, il y a des grandes chevauchées, il y a du duel, tu retrouves un peu tout ça, mais on est quand même beaucoup plus dans du thriller psychologique au niveau de l'histoire. Moi, je trouve que le parallèle avec Hannibal Lecter c'est clairement ça. Oui, on y est bien. Petite précision pour nos auditeurs. Les intégrales sont sorties. Donc il y a une première intégrale pour les 2 premiers tomes et une deuxième intégrale pour le deuxième cycle, donc tome 3, tome 4, ce qui permet de faire tout ça d'un seul coup. Est-ce que tu ne fais pas le cœur avec les doigts, mais est-ce que tu le penses ? Moi, je le pense parce que je trouve quand même que dans l'ensemble de la série Undertaker, c'est vraiment une très très bonne série, quoi. C'est au niveau du western. C'est même mieux que le tome 1 et 2, tu dirais, c'est tome 3 et 4 ? Pas pareil, parce que le tome 1, tu avais vraiment la présentation de l'Undertaker et de la gouvernante qui sont en train de... Voilà, elle, lui, se retrouve mêlé à une histoire dans laquelle il était juste le croque-mort, mais finalement, il se retrouve dans la merde, mais un truc jusqu'au cou, alors qu'il avait rien demandé. Où tu n'as pas encore ce côté-là où l'Undertaker est juste blasé de la vie, tu vois. Tu vois, c'est le mec qui travaille son nombritude, quoi. Ouais. Mais et blasé de la vie un peu soulard. Mais là, non, je trouve que ça monte ça monte en gamme, quoi, clairement. Le tome 3 et 4, je trouve que l'histoire du tome 3 et 4 est vraiment plus péchue que l'était la 1 et 2, et pourtant la 1 et 2 n'a jamais beaucoup plu. Bon, bah, cœur avec les doigts. Ouh, je ferai pas le signe. Attendez les gars, ça fait déjà 2 coups de cœur dans la même émission. Ouais, mais c'est comme ça, on arrive à faire des émissions avec que des BD de merde, et puis des émissions où il y a plein de coups de Oui, cœur. mais sauf que je suis sûr qu'après, toi, tu vas nous offrir du rêve. Excusez-moi, faut que j'y aille. J'ai un truc à faire. On entame notre long tunnel DCDB. Nous allons parler de bande dessinée dont les auteurs sont présents au festival des Calanques et des Bulles, auquel nous serons présents. Alors, tu as toujours l'art de la présentation, Pierrick, pour valoriser ce qui se passe. Donc, le tunnel DCDB. Oui. Attends, je finis juste pour DCDB. Nous serons présents au festival. Nous allons animer une rencontre avec le parrain du festival cette année, c'est Guillaume Bianco, que vous pouvez connaître pour Billy Brouillard, et nous parlerons tout à l'heure de Zizi Chauve-souris et dessins, parce qu'on aime parler dessins. Nous allons aussi animer une conférence, nous allons parler de sujets proches du féminisme, nous allons nous concentrer sur un petit peu la représentation de la femme en bande dessinée, que ce soit du côté des personnages, mais aussi des autrices. Mais tu seras seul pour faire ça ou tu auras quelqu'un avec Non, toi ? je serai accompagné de la fantastique Amandine du blog des livres et des mots. J'espère que je me suis pas trompé, Amandine. Merci. Tu l'as vu hier ? Oui. Ah, c'est bien. Avant, hier. Voilà, on travaille, les gars. 90 minutes, donc. De quoi ça parle, mon cher C'est vers, c'est Saint-Étienne ? Écoute, on n'est pas loin, c'est-à-dire qu'on est sur un vert pelouse. Pardon, excuse-moi, faut que je prenne l'accent. Alors, donc on est sur 90 minutes de Yannick Grosse Tête, qui est au scénario, au dessin, à la couleur. Alors couleur un peu pas trop, quoi. Il y a un peu de temps en temps. Donc voilà, c'est t'as une touche de vert, quoi. Voilà, tu vois, c'est amorti du bide. Contrôle du bidon, s'il te plaît. Contrôle du bidon, pardon. Donc, de quoi ça nous parle ? Eh bien, on a une espèce de petit recueil chez Tapas Delcourt. Un recueil de gags de foot, avec un petit dessin stylisé, donc pas trop de... Enfin, il doit pas aimer faire les yeux, les nez et les bouches. Très minimaliste, oui. Donc, c'est assez minimaliste. Alors, on n'est pas sur la linéa, mais quand même, hein, il y a une petite parenté. La linéa, elle a 2 bouches. La linéa, elle a une bouche, une grande gueule d'ailleurs. Là, pour le coup, il n'y a pas le son quand on ouvre le livre. J'ai été un peu surpris. Et donc, voilà, c'est des gags de foot. Des planches de gags de foot qui tournent en dérision. Donc, se foutent de la gueule royalement des arbitres, des joueurs, des glandus, des pigeons, du terrain, mais des attends, jardiniers. c'est surtout c'est des joueurs de foot, pas de grands clubs. C'est les petits clubs de région. Tu es en train de me dire que le Red Star, c'est pas un grand club ? Le Red Star ? Je sais même pas qui c'est, je sais même pas où ils sont. Le Red Star, ils ont eu leur grande époque aussi. Ils ont eu leur grande époque, ouais. Mais à l'époque, la télévision, elle n'existait pas en fait. Donc en fait, personne n'est au courant. Non, hein ? Alors, il a entendu les matchs sur son poste TSF. J'allais dire, je crois que c'était en noir et blanc à l'époque. Souviens-toi. Hein, voilà. Voilà. Donc, il s'appelait Red Star, mais il aurait pu s'appeler Blue Star ou. C'est un peu un nom de merde quand même.
Bah, Ça, c'est la private c'était- joke ouais, et, C'était la private joke, c'était le petit tacle. Cherchez Blue Star sur... Cherchez Blue Star Marseille sur Internet. Facebook, Internet, tous vos réseaux sociaux et tout ce qu'il faut. Vous verrez qu'il y a une magnifique équipe de football Voilà. américain. De... Ce sont des spécialistes du mélisque. Poursuivons. Ah non, pêcheur. Bon, on va tout vous dire. Bon, Mathieu. Toi, pour tes 40 ans, je crois que j'étais obligé de faire ta tatouer ça sur le cul. Tu vois, l'étoile des Blue Stars. Non, moi je veux l'OM en flamme dans le dos. Donc poursuis, monsieur, s'il te plaît. Donc, Yannick Grossetête nous fait donc un recueil de gags sur le foot pendant, je sais pas combien de pages là, mais un petit machin, je sais pas, il y a quoi, 80 pages, avec beaucoup d'absurdes. 100 pages, voilà. Putain, il aurait pu en faire 90 quand même. Donc voilà, c'est des gags et du foutage de gueule sur le foot. On sent que c'est un passionné de foot, on sent qu'il aime ça, on sent qu'il a quand même pas mal d'anecdotes aussi. Voilà, bon, maintenant, c'est quand même très très convenu, c'est très classique. Bon, ça se lit très vite, hein. Moi j'appelle ça les BD de chiottes, c'est-à-dire pas les BD à mettre aux chiottes, c'est les BD qu'on lit comme ça, qu'on feuillette une planche par-ci, une planche par-là, ça va assez vite. Je crois que la collection Et, Tapas porte bien son nom. Oui, ce voilà, c'est ça, c'est le petit truc, le petit apéro BD. Bon, à titre perso, je me suis quand même vachement moins régalé que vous. Hein? Moi, je veux dire, le gars qui dit arbitre enculé et l'autre qui fait venir sa grand-mère qui vient. Je trouvais ça de fun, quoi. Parce que. Ouais, non, Ouais. Enfin, non. Il y a quand même plein de choses que tu peux retrouver dans les stades qui sont absurdes et débiles, certes, vulgaires ou autre chose, mais. Moi, il y a quand même des vannes qui m'ont bien fait rire. Je veux dire, le joueur qui simule la faute. Voilà. Oui, en fait, voilà. Pour faire simple, je trouve qu'on est tout le temps sur le même principe, c'est-à-dire on s'extrait de l'action, on s'extrait de ce qui se passe habituellement avec un point de vue externe et extérieur et on va dire une espèce de personnage extérieur qui vient intervenir au milieu de la scène, ou même c'est un personnage de la scène mais qui a une attitude de personnage extérieur, totalement détaché des conventions et des codes traditionnels, et on va dire non mais Kiki, non mais t'arrêtes de faire ton cirque là, allez hop tu te relèves, hop tu circules, tu ramasses tes dents et tu vas te remettre en place. Ou alors c'est non mais bon d'accord, tu simules, mais pourquoi, qu'est-ce qui t'arrive, raconte-nous ta vie. Et puis là il y a une espèce de petite thérapie de groupe, comme tu le disais, on fait venir ta grand-mère, non mais je serais fière ta grand-mère de te voir faire ça comme ça machin, et effectivement il y a mamie qui descend des tribunes et qui arrive et qui tire le mec par les oreilles. Donc voilà, c'est mignon, c'est potage, c'est machin. C'est peut-être que comme c'est le même modèle sur une grosse partie des planches et des gags, moi ça m'a moins marqué. Bon, par contre, c'est bon enfant, c'est bon esprit, c'est assez égal sur l'ensemble des vannes. Quand on accroche, voilà, vous avez accroché sur l'ensemble du bouquin, grosso modo. Voilà, moi ça m'a pas fait hurler de rire, mais j'ai lu pire et on en parlera un peu plus tard. Bah, moi qui n'accroche pas du tout au foot, disons que je peux pas dire que je n'aime pas, en fait, c'est juste que je ne m'y intéresse pas du tout. Je m'en fous totalement. J'ai réussi à prendre du plaisir à lire ça parce qu'on sent ce côté... on décrit un peu des vrais gens, tu vois, le côté le club de campagne où les gens ils font du foot pour s'amuser. Et Tu es en train de dire que le football club de Nîmes, c'est des jeunes de la campagne qui font du foot? Oh, mais tu t'es cru où, là? et où effectivement t'as leur grand-mère qui vont venir leur dire qu'ils parlent mal parce qu'elles sont venues voir le match, et qui peuvent débarquer sur le terrain parce que y a pas d'agent de sécurité sur ce genre de match. Où tu vas avoir et puis ce côté du ouais non mais je suis désolé mais quand t'es sur un petit match de merde, quand t'es juge de touche, je suis d'accord que le juge de touche qui dit qu'il aurait préféré être majorette. Voilà. Moi, celui qui m'a fait rire, c'est les deux agents de sécurité. Les deux stadiers. Oui. Qui sont super contents parce que quand même, ils ont un pote qui vraiment, il est cool, quoi. Il amène leurs femmes. Il amène les femmes de tous les stadiers danser pendant les soirs de match, quoi. Oui. Puis les femmes, elles reviennent, franchement, elles sont fatiguées, quoi, tu vois. Elles sont contentes, mais elles sont fatiguées. Parce qu'il s'est bien occupé d'elles pendant la soirée. Voilà. Non, il est sympa. Surtout que les stadiers, ouais. Ouais, tu veux dire, les gars qui voient pas le match, en fait. C'est ça, parce qu'ils regardent jamais du bon côté. C'est ça. Voilà. Enfin, voilà, ouais, donc, moi, j'ai trouvé ça, je pense que, ouais, si vous voulez avoir un côté un petit peu, comment dire, un petit peu chaleureux, un peu familial sur le foot, ça marche bien. Et si vous avez des gars qui suivent, des gros passionnés bien lourds, pardon, des gros passionnés de foot. Non, mais qui suivent les petites équipes, etc. Je pense qu'ils peuvent reconnaître des potes à eux, parce que c'est le genre de truc, tu reconnais que des potes à toi. Jamais toi. Que des potes à toi. Mais en fait, non, enfin, ce qu'il y a, c'est que toutes ces blagues-là, on se les a déjà plus ou moins faites les soirs de match, quoi.
Tu vois. Ah, j'en sais rien. Mais toi, t'étais pas là, mais. C'est ça. Voilà, donc c'est peut-être pour ça, pour moi, c'était c'est trop génial, c'est innovant et tout, mais c'est parce que moi je suis pas là avec Soir de C'est match. ça. Ok, on passe à la suite. C'est le mari d'une collègue d'ailleurs qui est flic et qui est stadier de temps en temps. Il est fun. Ouais, il est fun. Il est flic et fun. Ah, mais tiens donc, T'as vu Ouais, il est flic et fun. Transition. T'as vu Yeah par Plutarque et Bernstein chez Fluide Glacial. On va donc suivre l'histoire de deux officiers Non, moi non. Il a même pas commencé que déjà tu casses les couilles. Donc, je vais suivre l'histoire donc de deux policiers qui sont fraîchement arrivés dans la police nationale, dans la police nationale, s'il vous plaît, pour protéger, pour rire. Ok. To protect and to love. Tu l'auras pas. Je l'aurais pas. Et ben donc on va avoir des gags en une planche ou des strips. Bah franchement, moi je me suis plutôt assez marré. Alors clairement, on se retrouve avec. Eh oui, je sais. Oh là là, les yeux de Tizak. What C'est totalement absurde. On se retrouve des fois avec des blagues qui m'ont fortement fait penser au sketch des inconnus sur les officiers de police. Bonjour, Gérard Patchouli. de police et Voilà. a fortiori Gardienne de la paix. Voilà. Où on a des trucs qui sont totalement aberrants. Où bon, oh là là, la vache, je crois que je suis descendu dans l'estime de Tizak. Mais c'est pas grave. J'ai quand même beaucoup ri. Je me suis bien amusé. Il y a des moments que j'ai trouvé assez sympas parce que c'était quand même totalement barré et il sort des conneries qui sont quand même 2 fois plus grosses que. Alors, il va falloir que tu m'expliques. Et puis alors, tu sais quoi Il faudra que tu nous expliques avec l'archiviste aussi. Parce que alors lui aussi, lui comme moi, si tu veux... Oui, mais je pense que là, voilà, on en parlera hors antenne. On en parlera hors antenne de tout ça. Nous aurons une discussion avec les élitistes Voilà. tout à l'heure. Oui, monsieur Voilà. Nous sommes les gardiens de la culture. Moi, si tu veux, quand ils se retrouvent à arrêter le mime, voilà, moi j'étais mort de rire. Le mime qui est en train de leur expliquer ce qui lui est arrivé et le crime qu'il a vécu et comment est-ce qu'il le traite. Voilà, je trouve que c'était génial. Je suis bien amusé et j'ai bien rigolé, réellement. Maintenant, après, voilà, c'est peut-être pas le truc de ouf, soit, mais c'est Fluide Glacial, c'est fait pour te faire rire. Ça, moi, ça m'a fait rire. Ça veut dire que ça a fait le taf. Vas-y, Tizak, pourris le truc parce que je sens que tu n'attends que ça. Ah non, j'attends rien en fait. Moi, je voulais même pas en parler, donc... Non, j'attendais rien. Non, vraiment, moi, je n'ai pas adhéré parce que c'est plus que convenu, et quand c'est pas convenu, c'est déplacé. Donc, vraiment, voilà. Donc, les histoires de nanas qui viennent porter plainte et on leur explique que c'est leur faute je sais pas si c'est du vu, revu et re-revu ou si c'est juste déplacé. Voilà, je sais pas dans quelle catégorie le mettre, mais a priori, pas dans la catégorie qui fait rire. Je te rappelle que la nana qui vient, qui c'est? Je me rappelle pas. Justement, en fait, c'est qu'il joue sur le décalage parce que la nana, en fait, qui vient, elle a 90 ans et c'est une vieille mamie avec les cheveux blancs. Et que Lucas lui fait non, c'est pas elle que tu dois dire ces conneries-là, tu vois. Voilà. C'est justement, en fait. Je me rappelle, mais c'est ça de mémoire et c'était il y a X temps. Mais, voilà, justement, ils utilisent, tu vois. Je sais, mais voilà. C'est too much. Voilà, c'est juste too much. Bah, tu suis deux flics qui sont totalement à la masse, qui comprennent justement, rien en fait, à ce qui se passe. Ils jouent sur cet humour-là. Et c'est là-dessus que ça va jouer, et c'est une sorte de... ça permet de mettre en avant aussi des faits divers dans lesquels ces flics à la masse auraient pu être confrontés, des vrais faits divers. C'est complètement stupide, et je pense que ça cherche pas à aller plus loin que de faire un truc complètement stupide, drôle, qui se moque un peu de la police, et puis qui se moque aussi, qui nous montre aussi que en fait, on vous montre là ces deux gros cons, ces flics, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Et j'ai trouvé ça assez fun, ça va dans les abus non-stop, et on a vraiment c'est les deux fonctionnaires de police qui ont tous les clichés du fonctionnaire et du policier, quoi. Tu t'es peut-être reconnu dans le fonctionnaire, c'est pour ça que t'apprécies pas ce genre d'humour. Non, dans le policier, moi je me reconnais bien. Ah, c'est ça. Voilà, c'est le tonfa. Moi le tonfa c'est mon truc, hein, mais qu'en privé. Après, t'as quand même le code pénal en BD. Oui, ils ont fait un catalogue. Un catalogue pour les forces de l'ordre qui est quand même pas mal. Voilà. Donc voilà, oui, alors effectivement, c'est pas une grande œuvre, mais j'ai trouvé ça plutôt fun. Tu sais, un peu comme ce genre de, s'ils avaient fait de BD Les Policiers, mais qui sont un peu un niveau un peu au-dessus, tu vois, que ces collections un peu thématiques, parce qu'il y a un second degré un petit peu acide si tu regardes bien derrière, et donc tu peux l'offrir à une connaissance flic
comme disant avec un petit sourire en coin. Ouais, je pourrais lui faire à 90 minutes et Flic et Fun. Ouais, tout de suite, voilà, tout de suite le cliché encore. Je trouve que le gilet pare-balles, quand même, avec la petite citation de Paulo Coelho, ça vaut quand même tout l'or du monde, quoi. Tu nous la lis? La citoyenneté est une humanité qu'on met en partage pour un présent conjugué au futur. Paulo Coelho. Ouais, ouais, voilà. Sur les bords de la rivière Piedra, je me suis assis et j'ai pleuré. Et j'ai pleuré. Donc Flic et Fun par Plutarque et Bernstein. Plutarque sera présent, peut-être sous un autre nom, au festival Éclat Cannibule. Plutarque. On l'interviewera. Mais quel est donc ce rire soudain? C'est la consternation sur le visage de Tizak qui m'a, excuse-moi. Je sais, c'est pas du tout visuel, un podcast audio, on le sait, mais bon. Zizi Chauve-souris, Cheveux restés. Cheveux restés par Guillaume Bianco au dessin et Lewis Trondheim au scénario. C'est une série de strips que je qualifierais comme une sorte de mélange entre du Calvin et Hobbes et Tim Burton. Avec beaucoup d'alcool. C'est possible aussi. En gros, on a une jeune fille un peu rebelle qui se retrouve à avoir une chauve-souris qui vient s'incruster dans ses cheveux. Et cette jeune fille se retrouve dans un univers. Alors, on ne sait pas trop si c'est du fantasmé ou du réel, où il y a des monstres, il y a plein de petites mésaventures qui lui arrivent. Et on a un peu toutes ces constatations sur l'école, sur l'attitude qu'on est censé avoir à l'école. C'est un peu la Frix de l'école, hein. La rebelle, elle a des cheveux qui partent toujours en vrille non-stop, même quand elle essaie de bien les coiffer. Ouais, mais c'est à Beverly Hills qu'on fait ça comme ça. Voilà. Et voilà, des strips de 4 cases, un peu légers, parfois qui font juste un peu réfléchir, parfois qui font sourire. J'ai pas été jusqu'à rire. Et c'est plutôt bien mené. Il y a un petit fil rouge qui se met en place petit à petit dedans. Et on se dit juste, ouais, on est dans l'imaginaire d'une gamine un peu frix sur les bords. Et en plus, moi j'ai trouvé ça très fort, il y a un final avec un cliffhanger de la mort. Au niveau du dessin, on est sur un trait, ouais, j'ai dit Tim Burton parce qu'on est sur un trait un petit peu ouais. charbonneux, un trait, je dirais pas gras, mais tu vois ce côté un peu gravure dans l'esprit, et un travail sur la couleur très light, avec une sorte de sépia très légèrement teinté de rose. Faut regarder de près pour voir que c'est du rose, mais il y en a. Et Tizak, ça le fait rire. C'est juste excellentissime. J'en suis à 5 strips, les 5 strips sont excellents. Donc voilà, tu vois, il arrive à lire que les trucs qui le font pas rire. Et toi, t'as Paris. Thio. Et ben voilà. Alors donc du coup, non mais voilà, il y a Scission dans le groupe. Comme quoi l'humour, non, mais là, on va vraiment... aller à la maison du droit et on va mettre en place une garde alternée. Écoute, j'ai gardé, j'ai dit chauve-souris. Je n'ai pas accroché du tout. Voilà, j'étais là, je sais pas, j'étais peut-être pas en phase, j'étais encore en train de faire des cartons, de déménager des trucs, de faire de la peinture, mais voilà, franchement pas emballé un brin. Je me suis même mis des coups de pied au cul pour finir. Pour te dire quoi, parce que normalement, voilà, j'arrive quand même à aller au bout, même quand ça ne plaît pas. Mais... Franchement, tu arrives même à dire de la merde, alors forcément. Là, on est dans le débat, j'adore. Je suis pas sûr que c'est dans le débat, là, c'est plutôt le tacle gratuit. Dans le déballage, oui. Ouais. Non, mais c'est là aussi qu'on voit que l'humour est un genre très difficile, non seulement à dire, mais aussi à critiquer, clairement. Parce que alors, on a tous des goûts différents à ce niveau-là. Et puis d'un moment à l'autre, ça marche ou ça marche pas, quoi. Donc le Zizi Chauve-souris n'a pas fonctionné du tout. Et là, je me suis dit, peut-être qu'en fait, j'aime pas du tout Guillaume Bianco, en fait. Voilà. C'est dommage. Ah, mais voilà, c'est ça. C'est Tam, j'avais oublié. Voilà, on lui rappellera dans. Et en fait, là, j'ai commencé donc à lire Billy Brouillard. Et en fait, non, parce que Billy Brouillard, j'ai vachement accroché. C'est peut-être Lewis Trondheim que t'aimes pas, en fait. Ah non, ça c'est moi qui aime pas. Non, parce que regarde, c'est lui qui scénarise. Ouais, je sais. Non, parce que regarde les derniers donjons. Ah ouais. Tu vois, voilà, donc non, je ne peux pas l'expliquer, mais je disais en tout cas Non, mais il y a Scission avec Mathieu. Hein, tu vois, voilà. Bon, en tout cas, c'est comme ça, quoi. Zizi Chauve-souris, c'est joli, c'est mignon. On reste dans le dessin de Guillaume Bianco, je veux dire qu'on retrouve dans Billy Brouillard. Yes, mais j'ai pas accroché du tout au personnage et aux blagues. Maintenant, tu vois, regarde, ça fait son taf, il est mort de rire. Moi, je trouve que du coup, ça a trouvé son public.
teaser. Mais tu vois, c'est débile, mais t'as des petites références aux pubs qui se passent parce que bon, globalement, on va suivre aussi les aventures capillaires de Zizi. Au début, après, ça passe. Dans laquelle, Excuse-moi, refais là, on va suivre les aventures capillaires de Zizi. Très bien. dans laquelle vient se planquer donc la chauve-souris, ok. Et en fait, il y a plein de petites blagues autour de ça, des petites références. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se regarde la barbe, lui. Poursuivre dans la table série. Avec des références aux pubs sur L'Oréal et compagnie, parce que justement la blague, le running gag, c'est que c'est comme ça que ça se passe à Beverly Hills, etc. Et voilà, c'est des petites conneries, mais ça marche bien. Il y a des petits fils rouges, des petites remarques comme ça en un mot qui marchent, qui font mouche, quoi. Donc voilà, enfin vous, ça vous a plu sur Flic et Fun, et voilà, moi c'est. Donc c'est ça qui marche. Zizi Chauve-souris par Lewis Trondheim et Guillaume Bianco. Nous aurons une longue rencontre avec Guillaume Bianco sur le Festival des Calanques et des Bulles que vous pourrez écouter très prochainement. Le dessin est top. Oui, moi j'aime beaucoup le style graphique. La fille des cendres de Hélène V. chez Le Lombard. Donc là, ici, on va être dans une aventure de pirates fantastiques. Bon, du coup, on va pas faire de parallèle tout de suite. Je te laisse. Dans un monde qui ouais, ce qui est marrant, c'est que le monde a l'air proche du nôtre, mais on sent que c'est pas notre monde. Disons qu'en fait, moi, ça m'a fait penser un peu à du... à le côté, tu sais, un peu britannique, c'est un peu rigide du 19e. Tu vois, le côté un peu Jane Austen, tu vois, d'Orgueil et Préjugés. Ouais, mais tu vois, les noms des pays sont pas forcément des pays Ils sont qu'on pas connaît. forcément les mêmes, mais en même temps, on retrouve Marseille. Oui. Marseille est dans l'histoire. Mais parce que Marseille est universel, putain, mais quand est-ce que tu vas le comprendre ? Donc, cette fille de capitaine, donc le capitaine Julius Ashtrey, Harriet, qui en fait, cette fille, dès le début, on voit que son père en fait ne veut pas qu'elle voie la mer, elle ne doit pas vivre à côté de la mer, il y a un truc pas net. Voilà. Surtout quand le père est marin, quand même. Ouais, le père est marin, mais en fait la fille elle doit être dans le bateau, mais de jamais monter sur le pont, elle doit jamais, et visiblement ça pose des soucis. Et un jour, forcément, il va se passer un événement qui va faire que le passé va être révélé et les secrets vont être dévoilés. Tout ça parce qu'une goutte du sang de la fille des cendres va tomber dans l'eau. Poupon. Non, ploc. Et non, mais ça a fait un ploc. Ça fait un ploc. C'est un peu comme la pièce dans Pirates des Caraïbes qui tombe, c'est qui fait une onde de choc sous l'eau, tu sais. Et c'est exactement ça. Ça provoque une onde de choc et ça va tout changer. Car il y a du fantastique dans cette histoire. Et un fantastique qui est, je trouve, amené petit à petit à dose homéopathique. On reprend ce terme. La dose Lovecraftienne. Homéopathique au début, mais qui ensuite devient Lovecraftienne par la taille. Ah ouais. Mais et ça donne tout le côté sympa. Après, moi, comme je vais quand même dire, je n'ai lu que le tome 1, j'attends le tome 2 parce qu'on a eu un petit problème de transit. Je pensais que c'était le dernier, bah non, en fait, il y a un tome 3 qui est prévu, qui n'est pas sorti et que c'est bien. Il est pas sorti. Par contre, je n'ai pas compris le titre, en fait, de La fille des cendres. Il t'explique un petit peu, c'est parce que bon, on va pas trop spoiler, elle a un pouvoir autour du... Attention, ce moment spoil. Non, mais elle a un pouvoir autour du feu, en fait, Oui, qui va arriver. Et il t'explique pourquoi elle a ce pouvoir, d'où ça vient un peu après. Un peu après, je l'ai pas envoyé. Voilà, qui sont pas seuls à avoir eu des dons derrière. Enfin, il y a toute une histoire autour d'un premier équipage qui a fait une première mission. Oui, parce qu'en fait, l'histoire, c'est un dieu qui, en fait... je ne me rappelle plus le nom, c'est dans les premières pages. Oui. Un dieu, en fait, qui, quand tu le vois, en fait, te donne un pouvoir, mais en même temps te donne une malédiction. Un dieu oublié et visiblement, voilà. Cétos. Voilà. Et donc, tu retrouves un peu ce côté-là. J'ai bien aimé le dessin aussi, moi. C'est un dessin. Alors, c'est la question, ouais, de la partie dessin. Ouais, alors, c'est un dessin C'est un peu figé quand même. Oui, qui est un peu figé. Je suis assez d'accord. Mais je trouve que ce trait où on sent un crayonné, une sorte de fusain qui ensuite a été colorisé informatiquement. Je trouve que ça marche bien. Parfois, ça a un côté un peu caricatural. Il y a un côté premier album, on va dire. Ça manque encore d'assurance dans le trait, je trouve. Ouais, mais je trouve que ce côté justement un peu droit, ça donne vraiment, je trouve toute la rigueur. Tu vois, pour revenir justement sur le côté un peu 19e anglais, quoi. Le côté, c'est un peu toute la rigueur que tu peux avoir dans l'Angleterre de cette époque-là. C'est un peu difficile dans les scènes d'action. Il n'y a pas beaucoup de scènes d'action. Je suis Il n'y d'accord. a pas beaucoup de scènes d'action, mais c'est vrai que dans les scènes d'action, ça manque un peu de patate, quoi, à cause de ce côté-là.
Ouais, mais ça met vachement bien l'ambiance sur tout le reste. Ah oui, sur tout le reste, ça marche très très bien. Et c'était un peu la question que j'allais poser. Est-ce que c'est pas un peu trop rigide? C'est-à-dire que le père qui est raide avec la nana, les secrets, le dessin qui est lui-même un peu raide et l'ambiance victorienne un peu raide, est-ce que ça fait pas un peu trop raide? Un peu trop raide, quoi. Bah, ça marche très bien dans toutes les scènes de mystère, de dialogue, d'enquête, etc. Effectivement, ce que je disais, c'est un peu moins efficace dans les scènes d'action parce qu'on sent que c'est pas un Trek adapté à de l'action. Oui. Mais d'un autre côté, c'est pas un récit. Enfin, c'est pas le récit de piraterie où t'as le pirate le couteau entre les dents qui va descendre sur la voile en s'y accrochant avec un couteau. Enfin, tu vois, t'es pas dans ce côté-là. T'es dans quelque chose de beaucoup plus. Ouais, c'est pas un récit d'action. D'accord. Voilà. Donc ça marche. Ça colle bien. D'accord. Parce que comme la partie couleur est aussi, elle aussi un peu raide, un peu tristounoute. C'est plus de l'aquarelle, c'est un peu pastel, quoi. C'est pas. Ouais, les tons utilisés, ouais, la tonalité est quand même assez fadasse, quoi. Tu vois, c'est pour ça que je dis raide. C'est moi qui ai demandé, hein. Ouais, d'accord, ouais. donc je. Non, mais moi je trouve que ça colle à l'ambiance. Tu vois, c'était pour savoir si ça faisait pas too much. J'ai pas encore lu, donc c'était vraiment la question. Pour moi, c'est le genre de truc qui marche bien. D'accord, très bien. Voilà. Et le tome 2, il arrive quand, là? Le tome 2, il est arrivé, c'est le 3 qu'on attend. Ah, mais le 2, je l'ai pas vu encore. Oh là, il est là. Ok, il est par là. d'accord. Et le tome 2 est très très bien parce que justement, t'as pas mal de révélations et ça marche très très bien. On va pouvoir arriver enfin à la dernière chronique. Les nichons, les seins de Guillaume Bianco, collection shampoing. C'est dans la collection Il faut pas oublier de shampouiner les les seins. carnets secrets de Guillaume Bianco. Bah oui, s'il y a des poils, il faut shampouiner. Exactement. Ah, c'est des poils. Ah non! Ah! Je le savais. Ah non! Rappelle-toi, Vision d'horreur! c'était Zep qui, dans un de ses bouquins, justement, racontait en fait que il avait une de ses copines qui avait en fait un poil sur un téton. Sur l'aréole, ouais. Ouais, et que du coup, tu l'avais refait. Et du coup, ils étaient plus ensemble. C'est Voilà. ça. Résume-nous un peu les seins de Guillaume Bianco. Ils vont par deux, très bien. Ensuite. Ils vont par deux, généralement, ils sont gros et lourds. Comme le maître et l'élève. Comme les Jedi. Comme les Sith. Toujours. Le maître et Et l'élève. l'élève. Et effectivement, il y en a toujours un plus grand que l'autre, d'ailleurs. Enfin, bref. Donc voilà. Bref, toujours est-il que Guillaume Bianco nous présente ça comme une espèce de carnet de croquis, une espèce de commande de la part de son ami, mentor, casse-couille d'éditeur de Lewis Trondheim, et qui intervient régulièrement en tant que Pet Burn, en tant que cadreur. C'est son rôle favori. En tant que, voilà. Et généralement, il est là pour dire tu fais de la merde, recentre-toi. Et voilà. Donc du coup, il se dit je vais parler de choses importantes, j'ai parlé de choses essentielles dans la vie. Et il griffonne. Et bon, là, il a fait des boobs et des boobs. Et effectivement, c'est quand même une thématique qui visiblement lui est assez importante, qui lui est chère, c'est le cas de le dire. On en connaît d'autres, des gens comme ça, hein, des gens qui ont fait des combats, des last man et tout ça. Hein. Je veux dire, c'est pas le seul à aimer les doudounes. Hein. Mais donc voilà, disons que Guillaume Bianco digresse tout au long de son petit bouquin, de son petit carnet. C'est pas William Scheller, c'est pas un carnet à spirale, mais il est là-dedans, il digresse sur les seins. Les petits, les grands, les gros, les moyens, ceux qui tombent et ceux qui tombent pas. Le passage sur l'évolution humaine et le développement de l'homme, en fait, justement, et pourquoi les boobs. Oui. Je trouvais ça quand même, c'est presque une théorie à part entière. C'est une théorie, voilà. Alors, quand on parle de théorie et quand on parle de digression, moi j'aimerais parler d'alcoolisme. C'est exactement ce que je suis en train de me dire. Voilà. Je ne sais pas où Guillaume Bianco en est dans sa vie et dans son alcoolisme, mais je pense qu'il y a quelque chose à traiter de ce point de vue-là. Hein. On verra ça. Voilà, je pense que ça fera on va faire un traitement à l'alcoolisme. C'est ça, ça fera partie des questions qu'on pourra lui poser. On supprimera Coca ou Pepsi, tu vois, on mettra plutôt whisky ou bourbon, tu vois. On sera plutôt là-dedans. 51 ou Duval. Oh putain, pastis Duval, mon Dieu. Moi, j'ai goûté le pastis Monvier. Oui, il existe un pastis qui s'appelle Monvier. Bon, poursuis, c'était une digression. Merci pour la parenthèse. Surtout en plus que ça, c'est vraiment une parenthèse purement locale parce que Monvier ne veut pas dire grand-chose pour beaucoup de pays. On va vous laisser chercher pour ceux qui ne sont pas du coin. Cherchez Membier, mais avec l'accent. Hein, c'est vraiment le nom d'un pastis. C'est pas évident à mettre. Membier sur Google. Donc tentez-le peut-être en vocal. Mathieu prend son téléphone pour faire une recherche. Ok Google, Membier. Traduction de Monvier.
Vas-y. Traduction, mon vieux. Continue, s'il te plaît. Ouais, la Bon, parisienne. bref. Donc voilà, c'est un carnet assez minimaliste d'entrée, dans les propos, etc. On a une succession de petites planches, généralement sur la même thématique. Toujours Et ben, il m'a sorti Wikictionnaire et il a Marseille, trouvé. vulgaire, interjection marquant la surprise, le rejet ou l'indignation. Et même lié, synonyme, mes couilles. Bordel ou bout du con. Bout du con, je connaissais pas. Bout du con, c'est dans le Nord, ça. Donc voilà, bref, toujours Midi Toulousain, s'il te plaît. C'est pas le C'est Grand le Nord. Putain, excuse-moi, par rapport à Aix, c'est où? C'est vrai. Bon, allez, Sur la les même amis, ligne, en fait. Mais bon. C'est la même. Je vais aller Donc, chercher ma fille bientôt, faut qu'on finisse. Donc voilà, donc Guillaume Bianco nous parle de ça. Alors, voilà, moi je parlais d'alcoolisme parce qu'effectivement, je veux dire, à un moment donné, dans la façon de traiter le sujet, on sent que il fait une espèce de thérapie par l'alcool, hein, une thérapie au coin du bar. Sur le pourquoi du comment il aime les Il sexes. se représente beaucoup avec un verre à Oui, la voilà. main dans un petit mastodonte. Hein. Ah, il y a un petit côté, voilà, j'ai la casquette, le petit verre de rouge, le petit verre de bière, le petit verre de blanc. Rappelle-toi que dans l'atelier Mastodonte, à un moment donné, il n'est même plus en fait dans l'atelier, il est toujours au bar en bas. Oui. Ou toujours en festival. Oui, bah, Voilà. parce qu'on boit au festival. Donc voilà, alors après, si effectivement son thérapeute ou sa thérapeute s'appelle Gérard ou Géraldine et tenancier du commerce qui est tout en bas, voilà, c'est pas un souci. Mais à un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Bon. Ton avis rapidement, parce qu'en fait, Bah, je vais arrêter l'émission, faut que je me casse. rapidement, je me suis quand même bien marré, même si je suis entièrement dans la lecture de Guillaume Bianco en me disant, oui, il y a des moments où je me disais aussi, mais qu'est-ce que tu veux faire de ton bouquin? Et les moments où il se pose des questions, tu fais, oui, toi aussi, tu te les poses, parce que tu te dis, mais où est-ce qu'il veut m'amener? Et finalement, ce chemin faisant, tu te balades entre et dans ce chemin vallonné, et finalement, tu passes un très bon moment. Où j'ai quand même bien rigolé par étapes. Voilà. Ouais, voilà, c'est-à-dire que moi, ça m'a fait rigoler parce que c'était ridicule. Oui, mais c'est un parce ridicule que assumé. Ouais, non, mais clairement. Mais alors, du coup, à quel moment est-ce que vraiment j'aurais eu envie d'acheter ça, vraiment, personnellement? Je pense pas, tu vois. Ah, Par mais contre, non, c'est vraiment le truc qu'on aurait pu t'offrir. Voilà, mais ça s'offre, ça ne s'achète pas pour soi. Pas par honte, mais juste parce que ça n'a pas un intérêt philosophique faramineux. Je fais juste une petite parenthèse. Moi, je me suis reconnu quand il parlait du t-shirt de Bob Marley avec la nana du collège-lycée. Mon petit Mathieu, je pense que tu as des souvenirs émus toi aussi d'oreilles de Mickey. Je ne l'ai pas qui, lu encore, mais je qui vois de quoi bougeait vous parlez. en séance de sport, en séance. Je ne l'ai pas lu, mais je vois de quoi vous son parlez. longueur. Je te rappelle qu'au collège, on n'était pas ensemble. Ah si, Au lycée. Au lycée, ah oui, si, monsieur là, je Mathieu, vois. le t-shirt Mickey. Tu te rappelles? Bon, eh bien, messieurs, comme on vous l'a dit, nous avons une fille, je dois aller chercher ma fille, donc on va abandonner tout de suite cette émission. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci à tous. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires, à nous mettre des petites notes sur iTunes. Surtout, continuez avec le Tipeee. Si vous voulez élargir le club des 5, n'hésitez pas. Voilà, Ouais. allez sur Tipeee. Le clan des 7, ce serait pas mal. Ouais, le clan des 7 serait pas mal. 7 mercenaires. Ou The Undead, j'aime bien aussi. Les 12 salopards. Les ça 12 serait bien. tipeurs. Les 12 Ouais. tipeurs. Les 12 salopards, ça serait Euh, bien. Non, les 12 tipeurs, tu veux. Voilà, les 1001 vers... les... non mais faut viser haut les mecs, merde, Eh, bordel. dans ce cas-là, on prend un Disney. Ouais. 1001 tipeurs. Oh. Merci à tous de nous écouter. On sera au festival des Calanques et des Bulles. 20 000 tipeurs dans les calanques. Dans 15 jours. Si vous passez, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Un petit peu sous les bulles. Et on vous dit donc à très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Bye bye dans les calanques.